Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver et moi très heureuse de vous retrouver. Ça va Philippe David? Très bien, très heureux de vous retrouver également. Ah oui. Ah mon petit chat Philippe David. Vous savez, mon petit Philippe Bilger. C'était mon coup de gueule le concerné hier, mais dans le carré ou le quintet magique des vraies voix, vous êtes un peu Platini. Je suis pas je suis bien sûr Platini, bien entendu. Et puis il y a mieux. Ah bon, il y a qui? C'est Cruyff. Cruyff. J'ai jamais entendu Cruyff se faire appeler comme ça. Il y a même Messi, Ronaldo. Et puis il y avait un grand joueur brésilien, Pelle. En fait, il y a un mélange de droit et de foot. C'est-à-dire, c'est pas Grief et Cruyff, c'est Cruyff. J'ai jamais entendu Cruyff prononcer comme ça. C'est la prononciation sportive. Alors que vous qui avez vécu en Flandre, la prononcez Cruyff. Cruyff en hollandais. Cruyff. Voilà. Alors si vous aussi vous aimez Krief, je sais même pas comment on dit en français en tout cas. C'est un plaisir de vous retrouver, ravi de vous accueillir aujourd'hui et le sommaire de cette émission à 17h30. Boualem Sansal vient donc d'être condamné à 5 ans de prison en Algérie. Son avocat espère une grâce présidentielle du président Tebboune suite à sa condamnation pour avoir pris position, je rappelle, en faveur du Maroc sur le dossier du Sahara occidental. Alors parlons vrai. Est-ce que cette sentence, qui est la moitié de la peine requise, est un signe d'apaisement ou une provocation ? Et à cette question, 5 ans de prison pour Boualem Sansal, l'Algérie défie-t-elle la France? Vous dites oui à 92%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels, ainsi que les vraies voix, bien sûr, au 0826 300 300. Et on fera le point avec Arnaud Benedetti, vous savez, fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal, rédacteur en chef de Revue politique et parlementaire. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, Bruno Retailleau et Elisabeth Borne ont annoncé donc que des fouilles aléatoires allaient être organisées dès aujourd'hui devant les collèges et les lycées pour combattre le fléau des armes blanches. Alors parlons vrai, est-ce que cette mesure peut faire baisser le nombre d'armes blanches qui rentrent dans les établissements scolaires? Et à cette question, fouille des sacs aux abords des collèges et lycées, c'est une mesure. Vous dites à 71% que c'est un aveu d'échec, à 21% que c'est une mesure pragmatique et à 8% que c'est une mesure inquiétante. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Et pour en parler, Laurence Zamekowski sera avec nous, porte-parole de la PEP, qui est la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et donc Philippe Bilger qui est avec nous, mon cher Philippe. Bonsoir. Oui, Philippe absolument. Et je suis heureux d'avoir retrouvé mon don des langues à propos de Krief. Cruyff. Voilà, Cruyff. Absolument. À la hollandaise. Vous avez C'est une comparaison dont Cécile est digne. Voilà. Eric Revel est avec nous. Bonjour Cécile, bonjour les deux filles. Bonjour. On est ravis de vous avoir. Et dans un instant, l'ancien directeur de l'école de guerre sera avec nous, Vincent Desportes, qui doit être dans le train, là, visiblement encore. Non, il est dans la voiture qui l'amène ici, il est là dans à peu près 4 minutes. 4 minutes. Donc attention, ça va aller très vite. c'est le décompte. Oui. C'est mon Waze. Un militaire qui est en retard, c'est rare. Oui, Une guerre. Faites gaffe parce qu'il vous écoute dans la voiture. Oui. Donc ne balancez pas trop, ça va se retourner contre vous. Avec Fabrice qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Et un petit message pour Philippe, moi j'avais comme un de mes premiers voisins un certain Jean-François Larios. Saint-Étienne et Bastia. Oui. Il s'est surtout fait connaître sur le plan amoureux, lui. Avec Platini. Ouais. Voilà. Vous avez des dossiers Philippe Bilger. Oui. Je suis quelqu'un qui connaît le fond des choses. Voilà. On va pas faire toutes les histoires comme ça dans le football, on aurait 3 heures. Et en amour c'est pareil. Oui, c'est Allez, Fabrice, vous vouliez revenir sur la cacophonie gouvernementale. Oui, parce que voilà, le mot est bien choisi. En plus, il est poétique, ça va très bien. C'est insupportable. Franchement, moi, je trouve ça insupportable. On a déjà vécu des cohabitations. Alors, à l'époque des cohabitations, il y avait une règle majeure et qui fait que on représente la France et qu'à l'extérieur, alors je me rappelle de la cohabitation Chirac. Mitterrand ou de la cohabitation Chirac-Jospin, il y avait peut-être des désaccords en interne, mais à chaque fois vis-à-vis de l'extérieur, il y avait une seule et même voix, on parlait de la même voix. Là, moi je hurle, je suis horrifié
quand je vois, par exemple, Bruno Retailleau va faire une déclaration par rapport à l'Algérie, etc. Et le président se croit obligé de dire non, ça le concerne pas, c'est moi et moi je suis pas d'accord, etc. Bon, quand on a je pense que c'est Emmanuel Macron qui a coupé la conversation. Mais c'est vrai. Mais ça n'est pas à l'extérieur. Non, mais c'est un peu tout. Regardez sur le voile, la ministre des Sports et la ministre de l'Éducation. Oui, mais c'est à l'intérieur. Ça n'est pas à l'extérieur. Non. Oui, non, mais ça pose question quand même. Oui, mais le François Bayrou a réglé cela il y a quelques jours. Oui. Il avait même, au début, juste après la formation de son gouvernement, expliquer que dorénavant plus aucune interview d'un ministre au CERLU relue par Matignon, alors que normalement ça se faisait, vous savez. Oui, bien sûr. Et qu'en gros, s'il y avait cacophonie, c'était pas grave. Bon, là, il doit être très content, François Bayrou, parce que c'est une cacophonie à l'intérieur du gouvernement qui est permanente sur quasiment tous les sujets. Mais en même si vous temps, trouvez deux ministres d'accord sur un même sujet, vous me prévenez, vous m'appelez, parce en général, ils sont d'accord sur l'heure. Est-ce que, Éric Revel, est-ce que c'est pas ça qui est intéressant aussi, de se dire que on a des ministres qui ont des avis qui divergent. L'idée de François Bayrou était très bonne, je trouve. Enfin après, si vous voulez, ça donne quand même une image d'un gouvernement. Alors, on n'est peut-être pas habitué, je suis d'accord, mais ça donne quand même l'image d'un gouvernement. On sait plus ce que pense ce gouvernement, dans quelle direction il va. C'était le cas aussi avant, parce qu'après on leur disait vous allez dans cette direction-là et vous vous taisez. Au fond, quand ils se contredisent sur des points fondamentaux, ça c'est grave, bien sûr. Mais en général, leur donner liberté et responsabilité, je suis de votre avis, Cécile. Fabrice, du coup, on a un peu débattu sans vous, malheureusement, on n'aura plus le temps. Mais je suis censuré. C'est parce que vous n'avez pas payé votre forfait de téléphone, on y arrive pour rien. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de cacophonie dans le gouvernement ou dans le qui c'est qui l'a dit auquel vous allez participer tout à l'heure? Non, c'est passionné, c'est passionnel le qui. On va pas toucher à ça. Et révisez votre jingle, c'est vous qui allez lancer le jingle du qui c'est qui l'a dit. Donc la barre est quand même assez haut. Mon cher Fabrice, vous restez avec nous dans un instant, le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. Je vais parler du garde des Sceaux et des sondages. Très bien, dit-il, avec conviction. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Nous sommes ravis de vous accueillir jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Le retour des vraies voix avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, Cécile, et vous? Oui, vous êtes revenue en pleine forme, vous êtes encore plus resplendissante que jamais. Je sais pas comment vous faites. Vous avez un truc à me demander ou non? Ah non, même moi c'est jamais intéressé, vous me connaissez. Vous voulez que je vous file des gâteaux, des trucs comme ça, non? Ça c'est déjà fait. En fait, j'achète ce que vous dites, mais avant. Et ça qui est bien. Philippe Bilger est avec nous autour de cette table, président de l'Institut de la Parole. Éric Revel, éditorialiste Sud Radio. Et notre troisième vraie voix qui vient d'arriver, Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre générale. Merci d'être là ce soir. Vous aviez prévenu que vous seriez en retard. Vous avez gagné 30 secondes sur votre retard. C'est l'armée, ça, toujours là quand il faut. Voilà. Je l'adore, ma passion. Dans un instant, Félix Mathieu, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Et de quoi parle-t-on? Du parquet qui réclame 7 ans de prison contre Nicolas Sarkozy à l'instant dans l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007. De l'enquête aussi sur la mort du petit Émile qui semble avoir été tué par un tiers selon le procureur, même si les gardés à vue de sa famille sont ressortis libres. Et puis des alliés de Kiev réunis à Paris. En 3 mots, enquête, sommet et réquisition. Et tout de suite, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Mais c'est a priori un réquisitoire à décharge sur le garde des Sceaux que vous allez faire. Oui, je m'interroge sur un hiatus qui existe en permanence à propos de quelqu'un dont je parle peu dans les vraies voix, Bruno Retailleau, et éventuellement Gérald Darmanin. Plus sérieusement, je note qu'à chaque fois, dans les sondages, ils ont une forte majorité pour approuver leur action, mais je ne crois pas, malheureusement, que ces sondages, aussi favorables qu'ils soient, aient une incidence directe sur la possibilité de mettre en œuvre ce qu'ils proposent. J'ai l'impression qu'il y a le sentiment populaire d'un côté, très majoritairement favorable à ces deux ministres, et notamment à la dernière initiative de Gérald Darmanin, l'expulsion des détenus étrangers, mais qu'en même temps, il y a l'univers politique qui est un monde où les mêmes règles ne
s'applique pas. C'est-à-dire, on est confronté à l'incroyable bureaucratie parlementaire, à la difficulté de faire passer une loi et une réforme, alors que le sentiment populaire donne l'impression qu'elle est plus que jamais nécessaire. Éric Revel. Oui, c'est juste. Alors après, il y a des règles. Assez seulement. Oui, assez juste. Je vais un peu. J'aurais voulu. Ouais, je sais bien, monsieur le procureur, mais en fait, oui, les règles, vous avez raison, les lois, la Constitution. Mais ce qui me trouble toujours un peu, c'est que ces deux hommes que vous venez de citer, Retailleau et Darmanin, sont des gens qui ont une grande expérience politique. Et ils connaissent les règles, ils connaissent la lourdeur bureaucratique, ils connaissent le cadre constitutionnel. Et pourtant, ils continuent à avancer des idées, à faire des promesses. Comme si, en fait, ils savaient depuis le départ que leur action, au-delà de la parole, serait entravée par les règles et par la bureaucratie que vous rappelez. Alors, je dis pas que c'est un jeu politique, mais il y a un peu de ça quand même. Quand on connaît la politique en France, et c'est le cas de Retailleau et de Darmanin, on peut pas penser un seul instant que les idées qu'ils avançaient, qu'ils mettent dans le débat public, donneraient sans baragouiner une loi et leur donneraient la possibilité de passer à l'acte. Bon. Vincent Desportes. Vous avez certes raison, mais que ne leur reprocherait-on pas s'ils ne faisaient rien et s'ils ne disaient rien? Donc oui, c'est vrai que ce qu'on voit là, c'est qu'on a une assemblée, on le sait, qui est incapable aujourd'hui de décider, qui est déchirée pour des querelles politiciennes. Mais moi, effectivement, je leur sais gré d'avancer des mesures de bon sens qui, même si elles ne viennent pas, elles ne se transformeront pas en loi aujourd'hui, elles font prendre acte. Et je crois qu'une des conclusions, c'est que, mais on le sait depuis un certain temps, l'Assemblée nationale ne reflète pas la France populaire, la France qui voudrait que ces choses-là changent. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont enquête, sommet et réquisition. Le petit Émile a probablement été tué par un tiers, indique le procureur. Traces de traumatisme sur le crâne, ossements et vêtements déplacés après coup. Les grands-parents, oncles et tantes ressortent libres de garde à vue, mais la piste intrafamiliale reste ouverte. Le sommet des alliés de l'Ukraine vient de s'ouvrir à Paris. Volodymyr Zelensky appelle l'Europe à prouver qu'elle peut se défendre. Et puis le parquet réclame 18 mois de prison avec sursis contre Gérard Depardieu au procès pour agression sexuelle sur le tournage du film Les Volets Verts. Avec au passage cette nouvelle saillie de son avocat, ça relèverait pour certaines de la psychiatrie, a-t-il lancé à la sortie. Les vraies voix Sud Radio. Mais d'abord, autre réquisition dans un autre procès, celui de Nicolas Sarkozy pour le financement libyen de la campagne de 2007. Le parquet réclame à l'instant 7 ans de prison, mais aussi 300 000 € d'amende, ainsi que 5 ans d'inéligibilité contre l'ancien chef de l'État. On rappelle que l'ancien président de la République est déjà condamné dans l'affaire des écoutes à de la prison ferme qu'il purge sous bracelet électronique. Alors le parquet financier réclame aussi 6 et 3 ans de prison contre ses anciens ministres qualifiés d'hommes de main, Claude Guéant et Brice Hortefeux. Voilà pour les peines réclamées à l'instant par le parquet financier après donc 3 jours de réquisitoire fleuve, 3 jours marqués par l'emploi de ces mots forts: pacte de corruption, inconcevable, inouï et indécent entre le candidat Sarkozy et le régime libyen de Kadhafi, avait cinglé le procureur. Philippe Bilger. Moi, alors je ne veux évidemment pas, je ne sais pas ce que décidera le tribunal après les plaidoiries, mais je peux dire, et sans aucun corporatisme, parce que j'ai dénoncé beaucoup de pratiques judiciaires, que j'ai été fier de la manière dont ces magistrats, je parle de la présidente et du ministère public, ont incarné la justice. Ensuite, on verra, mais ça fait plaisir tout de même. Éric Revel, un président de la République potentiellement en prison, c'est quand même une première. Une première, hein. Oui, bon, il faut quand même déjà rappeler qu'il a été condamné à porter un bracelet sur une autre affaire, qu'il est sans doute venu au tribunal avec ce bracelet. C'est vrai que c'est un ancien chef de l'État, donc la gravité de la peine, si elle est confirmée et s'il ne fait pas appel, est lourde pour lui, mais aussi pour ce qu'il représente, pour le statut qu'il représente. Donc c'est. Puis je regardais son communiqué. Le président Sarkozy continue d'être très à l'attaque. Il a à la fin de ce communiqué cette phrase. Il dit je veux dire enfin avec force que celui qui est victime de l'injustice est moins à plaindre que celui qui la commet. Donc évidemment il est à l'attaque. Il ne semble pas plus diminué que ça. 7 ans de prison. Alors peut-être que Philippe Bilger pourrait nous dire que c'est
une peine finalement, pour l'instant, qui est lourde. Elle est lourde. Mais ça pouvait aller jusqu'à 10 ans. Ouais. Ça pouvait aller jusqu'à 10 ans, donc on en est là. Vincent Desportes. Alors moi je ne vais pas me mettre à la place de la justice évidemment, mais je constate qu'il y a des tas de délits et de fautes en France qui ne sont absolument pas réprimés, suivis, que comme ce personnage est un personnage public, on a l'impression qu'on s'acharne un peu sur lui et que certes, comme il a tenu de hautes responsabilités, il est hautement responsable de ce qui a pu être fait, mais je voudrais que la justice s'applique avec le même acharnement et la même fermeté sur tous ceux qui commettent des crimes qui à mon avis sont beaucoup plus graves et qui ne sont pas poursuivis et pas dans les délais. Mon général, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais je ne veux pas gâter l'atmosphère dès l'origine. Merci beaucoup. Allez, venons-en à ces révélations dans l'affaire du petit Émile. Les ossements retrouvés il y a un an avaient été déplacés sur place à 1,7 km de la résidence secondaire de ses grands-parents, d'où il avait disparu 9 mois plus tôt sur les hauteurs du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. C'est l'une des conclusions des enquêteurs dévoilées par le procureur d'Aix-en-Provence tout à l'heure. Les deux grands-parents, oncles et tantes du petit garçon sont ressortis libres de garde à vue, mais la piste familiale reste ouverte, indique le procureur. L'enfant de 2 ans et demi semble bien avoir été tué par quelqu'un, selon Jean-Luc Blachon. Il ne serait donc pas mort, par exemple, en se promenant. Les conclusions de ces expertises, réalisées sur une durée de plusieurs mois, permettent désormais de considérer que les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. Permettent de considérer l'hypothèse que le corps n'est pas demeuré au même endroit et dans le même biotope au cours du processus de décomposition et qu'il n'a pas été enfoui. Et enfin de caractériser la présence sur le crâne découvert de stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent. Le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon. L'actu, c'est aussi cette condamnation de Boualem Sansal. 5 ans de prison prononcés en Algérie contre l'écrivain franco-algérien pour avoir pris position en faveur de la souveraineté marocaine sur le très contesté Sahara occidental. C'est la moitié de la peine requise. Nous serons avec le fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal dans le coup de projecteur, dans le grand débat des vraies voix. Dans quelques instants, Arnaud Benedetti qui dit espérer une grâce de la part du président algérien. Et le deuxième mot, au sommet, les alliés de l'Ukraine sont réunis à Paris. Une trentaine de pays soutien de Kiev réunis en France. Volodymyr Zelensky appelle l'Europe à prouver qu'elle peut se défendre car la Russie ne veut pas la paix, insiste le président ukrainien. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne dit pas autre chose en accueillant ses invités. Loin de prouver qu'elle veut vraiment la paix, la Russie continue de fait, jour après jour, de frapper intensément le territoire ukrainien, y compris des cibles civiles. Ces frappes, nous les condamnons et elles doivent absolument cesser. D'abord et avant toute chose, le soutien immédiat à l'Ukraine. Nous devons le poursuivre, il est nécessaire pour continuer la résistance. Et j'ai pu annoncer aujourd'hui 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien de la France sur le plan militaire à l'Ukraine. Et Emmanuel Macron qui tient au passage, et selon un sondage, la personnalité préférée, alors non pas des Français, mais la personnalité étrangère préférée des Ukrainiens. C'est ce que nous annonce une étude rating dévoilée par Libération. En bref, Alexis Kohler va quitter ses fonctions à l'Élysée. Oui, le secrétaire général de la présidence quitte ses fonctions pour rejoindre une banque depuis 2017. Depuis le début de la présidence Macron, ils étaient inséparables. Emmanuel Macron et lui, ils étaient, paraît-il, d'ailleurs surnommés un peu les jumeaux de l'Élysée, tellement on les voyait toujours ensemble. C'est comme Philippe David et moi. Troisième mot, réquisition. Le parquet réclame 18 mois de prison avec sursis contre Gérard Depardieu. L'acteur jugé pour agression sexuelle sur 2 femmes sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. Le procureur réclame donc 18 mois de prison avec sursis, assorti d'une période probatoire de 3 ans, mais aussi 20 000 euros d'amende, une obligation de soins psychologiques, ainsi qu'une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Après ces réquisitions du parquet, l'avocat de Gérard Depardieu, maître Jérémy Assous, a eu cette réaction dans son style assez particulier. On est resté dans quelque chose de très vague, d'imprécis, et toujours cette phrase de « il faut croire les personnes qui se plaignent, puisque si elles se plaignent, c'est qu'il s'est passé quelque chose », avec toujours cette question « pourquoi mentirait-elle » C'est-à-dire que c'est plus de la justice, c'est de la psychologie, ou enfin, je crois que ça relèverait plutôt pour certaines de la psychiatrie.
Jérémy Assous, l'avocat de Gérard Depardieu au micro de l'AFP à la sortie du tribunal. Et pardon messieurs de ne pas vous faire réagir, mais on est très en retard. Merci beaucoup Félix Mathieu. Merci Félix. On va revenir dans un instant sur la condamnation à 5 ans de prison pour avoir pris position en faveur du Maroc sur le dossier du Sahara occidental. On parle bien entendu de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Alors parlons vrai, est-ce que cette sentence qui est la moitié de la peine requise est un signe d'apaisement ou une provocation? Et à cette question, 5 ans de prison pour Boualem Sansal, l'Algérie défie-t-elle la France? Vous dites oui à 92%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Arnaud Benedetti sera avec nous dans un instant, fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal. Restez avec nous, 0826 300 300 vous attend, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus, merci en tout cas de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur notre chaîne YouTube. On a largement dépassé le million. On est à combien maintenant? On est à combien? Maître Capello qui est avec nous. Vous l'avez ressuscité? Je ne sais pas si la comparaison est heureuse. Non, c'est juste une question de chiffres. Ah d'accord. Okay. Voilà, vous avez 2-3 on est minutes. À plus d'1 million. Je vous dis ça dans je viens de le dire. Donc si c'était pour dire ça, c'était pas la peine. Et on continue 100 francs pour le Nourin. Non, mais d'habitude vous donnez des chiffres très précis. Mais j'arrive. Je vais enquêter. J'arrive tout de suite. Exactement. En tout cas, autour de cette table, Vincent Desportes est avec nous, ancien directeur de l'école de guerre, Éric Revel et Philippe Bilger. Et vous, au 0826 300 300. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. Boualem Sansal restera derrière les barreaux. La justice algérienne vient de condamner l'écrivain à 5 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Boualem est un homme âgé, il a 80 ans. Boualem est malade, il a un cancer. C'est comme si on condamnait à mort. Boualem Sansal avait été arrêté en novembre dernier. Son pays natal lui reprochait des propos affirmant qu'une partie du Sahara occidental, aujourd'hui algérienne, était historiquement marocaine. J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux. Et je ne mélangerai pas le destin de ce grand écrivain, de cet homme et de ce citoyen aussi français, comme vous le savez, avec le reste du sujet sur lequel j'aurai l'occasion de m'exprimer. Et Boualem Sansal vient donc d'être condamné à 5 ans de prison en Algérie. Son avocat espère une grâce présidentielle, en tout cas du président Tebboune, et suite à sa condamnation pour avoir pris position en faveur du Maroc sur le dossier du Sahara occidental. Alors parlons vrai, est-ce que maintenant l'apaisement des relations entre les deux pays ne va pas se faire avec la grâce présidentielle du président Tebboune pour Boualem Sansal? Et à cette question, 5 ans de prison pour Boualem Sansal, l'Algérie défie-t-elle la France? Vous dites encore et toujours oui à 92%, vous voulez réagir? Au Délivrez-vous, attendre vos appels au 0826 300 300. Arnaud Benedetti est avec nous, fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Arnaud Benedetti, Philippe Bilger. Alors je parle sous le contrôle évidemment de mon ami Arnaud. À la question de Sud Radio, paradoxalement, je dirais que c'est peut-être le premier signe. Il y en avait c'est le deuxième, puisqu'il y avait déjà la déclaration du président Tebboune qui, en excluant Bruno Retailleau, mais en félicitant Emmanuel Macron, donnait déjà un petit signe d'espoir. Là, je n'ose pas penser qu'une justice aux ordres qui entend des réquisitions de 10 ans et qui édicte une peine de 5 ans, dont donc la moitié, ne donne pas bizarrement un autre signe d'espoir. Je crois que depuis quelques jours, on parle de possibilité à la fin du Ramadan, que sais-je, d'une grâce présidentielle, et j'ose croire, pour concéder quelque chose à l'espoir, que c'est ce qui va se passer, parce que ça n'est pas pour rien qu'il a 5 ans. Éric Revel. Oui, il y avait même eu un signe avant, et Arnaud Benedetti pourra le confirmer, puisque je l'avais entendu sur Sud Radio. Arnaud avait été surpris de la rapidité avec laquelle la réquisition de 10 ans était déjà tombée. Alors tout le monde avait dit 10 ans, c'est le condamné à mort. Sauf que cette rapidité déjà donnait l'impression que le dialogue était restauré entre Tebboune et Emmanuel Macron. Donc peut-être, oui, que cette grâce va intervenir assez vite. La façon dont Tebboune a dit « je n'ai qu'un interlocuteur, c'est le président de la République française », montrait déjà que les liens étaient forts. Et puis il y a peut-être un volet politique là-dedans. Peut-être que le silence assourdissant du président de la République sur
l'affaire Boualem Sansal a obligé Retailleau notamment en tête et d'autres ministres à sortir du bois et à se laisser piéger dans une impasse. C'est-à-dire qu'en réalité, peut-être que le dialogue entre Tebboune et Macron est ancien et que déjà cette issue était prévisible pour les deux chefs d'État. Et que du coup, ceux qui ont avancé trop vite en demandant la suppression de l'accord de 1968 sont tombés peut-être dans un piège politique. Mais je veux rester sur le volet humanitaire, évidemment. 5 ans, c'est encore beaucoup s'il n'y a pas de grâce, parce que quand on est malade et qu'on a 80 ans, c'est presque une condamnation aussi. Vincent Desportes. Non, c'est exactement vrai. Je pense qu'il est à 5 ans, il est effectivement condamné à mort. Moi, je constate une nouvelle fois que on est bien rentré dans un monde de rapports de force et qui ne montre pas sa force ne parvient à rien. C'est quelque chose qui est regrettable, mais que tant la diplomatie française et les petits Français doivent comprendre, en particulier avec l'Algérie, il faut être fort et ne pas hésiter à prendre les sanctions qu'on connaît si effectivement on n'a pas de grâce. Arnaud Benedetti, je rappelle que vous êtes fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. 10 ans de réquisition, 5 ans de condamnation. Est-ce que c'est la riposte graduelle algérienne ? En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est un verdict qui apparaît largement de ça du réquisitoire, du procureur. Nous, c'est vrai, on l'avait dit la semaine dernière, l'accélération nous incitait quand même à avoir une ouverture de porte très légère. Mais bon, on peut faire l'interprétation, et nous, on veut y croire, en l'occurrence, évidemment. C'est-à-dire que dans quelques jours, le président Tebboune décide de gracier Boualem Sansal. Mais enfin, soyons très prudents. Parce que d'abord, les Algériens, le régime algérien nous a habitués à des retournements qui sont assez coutumiers. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement réservé pour l'instant et maintenir la mobilisation et considérer surtout, et nous, c'est notre point de vue, que déjà 5 ans, c'est 5 ans de trop. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose également, c'est que si vous voulez, la réalité de cette affaire, c'est que le rapport de force quand même continue malgré tout à exister entre la France et l'Algérie, et que moi je pense que, in fine, la fermeté qui a été exprimée par certains membres du gouvernement nous a aidés, malgré tout. C'est-à-dire que la position qui a consisté malgré tout au sein du gouvernement à infléchir la ligne qui était la ligne sur le tout diplomatique dans la discrétion, ce qui était la ligne défendue dès les premiers jours après l'arrestation de Boualem, a montré ses limites, pour toutes les raisons que l'on sait. L'avocat n'a pas eu son visa, Boualem n'a pas eu le droit à la protection consulaire, etc., etc. Et que, in fine, qu'on le veuille ou non, c'est le moment où une autre voix un peu plus ferme s'est exprimée que le gouvernement algérien a commencé quand même un peu à bouger. Alors, ils ne le reconnaîtront pas, mais je crois qu'en fait, in fine, les deux jambes, la jambe de la négociation et la jambe de la fermeté dans cette affaire, même s'il n'y a pas de stratégie derrière, sont utiles pour avancer et pour permettre la libération de Boualem. Après, il y a quand même un autre aspect sur lequel je veux insister, c'est que il faut se méfier. Il faut que cette libération soit sans condition. Je m'explique. C'est que les Algériens sont coutumiers du fait de pratiquer un certain nombre de grâces et d'assortir cette grâce de ce qu'ils appellent une ISTN. Alors, qu'est-ce que c'est une ISTN ? Dans le langage des acronymes algériens, c'est une interdiction de sortie du territoire national. Donc, nous, où on restera extrêmement vigilants, s'il y a grâce, c'est bien évidemment que cette grâce ne soit pas assortie là, de cette condition. On a un certain nombre de cas de franco-algériens qui ont été condamnés et qui n'ont pas pu ensuite sortir du territoire et qui sont toujours aujourd'hui bloqués en Algérie. Donc il faudra quand même faire très attention aussi à cet aspect-là si demain une grâce était prononcée par le président Tebboune, ce qui à ce stade n'est pour l'instant pas fait. Oui, Arnaud Benedetti, juste une question un peu cash, il est prisonnier ou c'est un otage en fait aujourd'hui ? Pour nous, on a toujours dit qu'il était un otage. Il est un otage, oui, il est un otage, parce que, si vous voulez, les motifs sur lesquels il a été arrêté sont des motifs fantasmatiques. Qui peut penser un seul instant que Boualem Sansal met en danger la sécurité du territoire algérien ? Qui peut penser que Boualem Sansal est un espion ? Parce que c'est ça.
à la solde de puissances étrangères, parce qu'il déjeune de temps à autre quand il est à Paris avec l'ancien ambassadeur de France, Xavier Driancourt, parce qu'il a des liens avec des anciens diplomates français. Il serait un agent algérien au service, un agent au service de la France. Personne, et tous ceux qui connaissent Boualem ne peuvent que considérer ces motifs comme des motifs totalement fantaisistes. Donc Boualem Sansal est l'otage aujourd'hui parce que tout simplement il est libre de son expression, il a critiqué la ligne politique du régime algérien et surtout il a été arrêté parce que il s'est rendu en Algérie au moment où la situation entre la France et l'Algérie ne cessait de se tendre à cause de l'évolution diplomatique de la France sur le dossier du Sahara occidental. Et donc, oui, il est l'otage, et il est aussi malheureusement l'otage des tensions entre la France et l'Algérie. Philippe Bilger. Arnaud Benedetti, j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur l'utilité tout de même de la pugnacité ministérielle. Mais est-ce qu'au fond, on ne voit pas là la traduction de ce qu'on évoquait? C'est-à-dire que le président Macron s'occupait quasiment et exclusivement du sort de Boualem Sansal, tandis que les ministres avaient en charge le problème des OQTF. Finalement, cette double démarche a une sorte de validation, non? Je n'en sais rien. Moi, je ne sais pas ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 4 mois. Je n'ai aucune information. J'imagine en effet qu'il y a des contacts. Nous, on a des contacts avec la cellule diplomatique de l'Élysée. Mais ce qu'on savait quand même, c'est que pendant un grand laps de temps, quasiment jusqu'à il y a 15 jours, les contacts étaient réduits à la plus simple expression entre, en tout cas, l'Élysée et la présidence algérienne. Ça ne veut pas dire qu'il y avait d'autres voies qui pouvaient travailler de manière parallèle à essayer de nouer un dialogue et d'essayer de trouver une solution. Mais si vous voulez, je ne veux pas surinterpréter aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une évolution. Cette évolution, elle est liée aussi au fait que si la France s'est occupée de Boualem Sansal, je dis pas ça pour saluer le travail du comité de soutien que l'on a fondé avec plusieurs de nos amis, c'est que parce que quand même on a fait pression sur les politiques français pour qu'ils n'oublient pas Boualem Sansal. Et ça c'est important, je crois, et c'est essentiel dans ce genre de combat. Après, je pense que encore une fois, le discours de fermeté est loin d'être inutile vis-à-vis des Algériens. Éric Revel et Vincent Desportes. Oui, alors, si je suis le raisonnement de Philippe Bilger, si le ou les ministres sont occupés des OQTF et que l'Élysée, voire le Quai d'Orsay, sont occupés de Boualem Sansal même récemment, et Arnaud a raison, il faut rester extrêmement prudent, il y en a peut-être un qui va gagner et un qui va perdre, parce que les OQTF, on les a toujours. On n'arrive toujours pas à les expulser en direction de l'Algérie, et alors que le président de la République est peut-être sur le point, ça aurait été aussi son travail de fond, et peut-être de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, d'obtenir une grâce. Donc si c'est ça, je remets sur la table, bon, même si c'est pas l'essentiel, le côté volet politique. Pour Bruno Retailleau, ça peut être une impasse assez forte, et le constat d'une certaine faiblesse et d'un certain échec quand même. Réponse courte, parce qu'après c'est Vincent Desportes qui va vous poser une question. Arnaud Benedetti. Arnaud ? Oui. J'entends. Une réponse courte pour Éric Revel. Non, mais j'ai pas entendu la question. Je suis désolé, je vous entends, mais Philippe, mais j'ai pas entendu la question. Vous pouvez synthétiser, Éric, votre question. Mais je disais que si je suis le raisonnement de Philippe, c'est les OQTF d'un côté pour Retailleau et Boualem Sansal de l'autre pour la diplomatie française et le chef de l'État, il risque d'y avoir un vainqueur et un vaincu. Oui, alors après, évidemment, ce qui est sûr, c'est que les Algériens connaissent très bien le fonctionnement de la vie politique et ils jouent là-dessus aussi, également. Donc, mais on peut aussi, j'allais dire, inverser l'interprétation que fait Éric, en considérant qu'aussi, malgré tout, l'infléchissement du discours, en tout cas d'une partie du discours gouvernemental, a été utile, peut-être, et on verra encore une fois, dans la solution du problème Sansal. Vincent Desportes. Alors moi, ce qui me semble, c'est que l'affaire des OQTF est aussi importante que celle de Boualem Sansal, et qu'il ne faudrait pas que, effectivement, lâchant sur l'un, on soit obligé d'abandonner sur l'autre. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, Arnaud Benedetti, de cette affaire-là, et ne pensez-vous pas que si jamais effectivement il y a grâce, il faut absolument continuer à pousser les feux sur l'affaire des OQTF qui est insupportable pour tout le monde, pour les Français et pour
la sécurité des Français. Non, mais de toute façon, Boualem Sansal est aussi, j'allais dire, un levier pour les Algériens pour faire pression sur les Français. Tout le monde en est convaincu, en l'occurrence, et c'est pour ça aussi qu'il a été vraisemblablement arrêté, pas seulement, mais c'est une des raisons. Après, si vous voulez, nous, en tant que comité de soutien, notre objectif immédiat, je dis bien notre objectif immédiat, là, à courte échéance, c'est de faire en sorte qu'un homme de 80 ans qui est malade, qui est dans une prison, puisse sortir et revenir se soigner, notamment dans son autre pays qui est la France. C'est principalement la mission qui est la nôtre. On parlera ensuite des relations franco-algériennes dans un second temps. Absolument. On part au 0826 300 300 direction Oloron-Sainte-Marie. Rebonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, l'Algérie défie la France avec cette peine de 5 ans pour Boualem Sansal, ou est-ce que c'est un geste d'apaisement comme 10 ans avait été demandé? Fabrice? On l'a perdu. On a reperdu, il y a un problème de liaison avec les Pyrénées. Qu'est-ce qui veut réagir, Philippe Bilger? Moi, je continue à dire ce que j'ai soutenu tout à l'heure, que c'est tout de même un signe d'apaisement. Et Arnaud Benedetti ne nous a pas contredit. Arnaud Benedetti, est-ce qu'on a des nouvelles de lui, sur son traitement, sur la façon dont il est traité sur place? Depuis le début, Boualem Sansal fait des allers-retours entre la prison, l'hôpital, la prison, ce qui quand même ne constitue pas les meilleures conditions pour soigner quelqu'un qui est malade et qui a 80 ans. Ce que l'on sait, c'est que apparemment, moi, les échos que j'ai eus encore ce matin d'Alger, c'est que l'apparence physique qui était la sienne, tant il y a une semaine qu'aujourd'hui, lors de l'audience du verdict, laissait supposer qu'il n'était pas en trop mauvaise forme, compte tenu de la situation qui est la sienne. Ce qui est sûr, c'est qu'il est psychologiquement très fort. Et qu'il est très combatif, il l'a démontré. Il a refusé, malgré les pressions des Algériens, de récuser Zimré. Il a récusé ses avocats algériens, considérant qu'ils étaient aux ordres du pouvoir. Et il s'est défendu tout seul, je le rappelle, dans un procès totalement stalinien, jeudi dernier, refusant notamment l'avocat qu'on voulait lui commettre d'office. Donc ça veut dire que quand même il est dans un état d'esprit très combatif, avec une grande énergie, et ça c'est d'une certaine manière rassurant. Mais est-ce qu'il a de la famille sur place en Algérie qui pourrait être inquiétée? Il a son épouse qui est retournée en Algérie pratiquement quelques jours après qu'on ait appris son arrestation. Elle est sur place. Je crois qu'il faut surtout la préserver et la protéger parce que l'environnement et l'écosystème algérien est très compliqué. Allez, on a retrouvé Fabrice. Alors Fabrice. Oui, on va y arriver. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est une provocation? Elle nous défie? L'Algérie, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai un petit peu peur. Je voudrais pas. Je suis ravi s'il y a une solution, évidemment. Ce que je voudrais pas, c'est que Boualem Sansal n'étant plus otage, ce ne soit pas la France qui le devienne otage de l'Algérie par rapport aux OQTF. Voilà. Moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur, quoi, par rapport à ça, quoi. À cela, je rejoins un petit peu l'analyse d'Éric Revel, quoi, justement. Et je me dis, est-ce qu'on va pas le payer cash, quoi? Bon, voilà. Attendons et voyons, quoi. Est-ce que c'est la question, ça? Est-ce que finalement, les relations avec l'Algérie peuvent s'apaiser? C'est une vraie question, ça. Une question qui dure depuis 63 ans et l'indépendance, en fait. Est-ce que cette repentance, est-ce que le fait que la France ait encore a besoin et nécessité de s'excuser, est-ce que finalement, Arnaud Benedetti, est-ce qu'on en finira un jour? Enfin, moi, je suis pas du tout favorable à la repentance, d'autant plus que j'ai des origines de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, si vous voulez, la repentance me paraît être une mauvaise politique. Et d'ailleurs, si je constate les résultats de cette politique de repentance, qui a quand même été la politique dominante d'Emmanuel Macron dans sa relation avec l'Algérie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas eu beaucoup de résultats. Donc je crois qu'en effet, il faut aujourd'hui penser à l'avenir, essayer d'avoir une relation apaisée avec les Algériens, mais ne pas tomber dans les pièges mémoriels et dans la guerre mémorielle qu'ils ne cessent de conduire, tout simplement déjà pour échapper à leur propre responsabilité dans les échecs de leur politique depuis, malheureusement, comme l'a dit Philippe David, depuis 1962. Merci beaucoup, en tout cas, Arnaud Benedetti, d'avoir été avec nous, un fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous êtes bien entendu le bienvenu quand vous voulez à Sud Radio autour de cette table. Je dis ça, je dis rien, je laisse ça comme ça, vous faites comme vous voulez. Vous restez avec nous dans un instant, le qui c'est qui l'a dit avec Fabrice et nos vraies voix du jour. Vous êtes prêts, mon cher Fabrice ?
Ah, prêt. Sur les starting blocks. Ah bah très bien, on revient dans un instant, on fait une petite pause. À tout de suite, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ceux qui sont autour de cette table vont gagner peut-être le gros lot dans quelques instants. Hein. Je pèse mes mots. Vincent Desportes est avec nous, ancien directeur de l'école de guerre. Éric Revel, pardon. J'ai dit Rebelle en plus. Oui, c'est drôle. Oui. Philippe Bilger est avec nous. Ouais, ça dépend des fois. Avec Fabrice. Peut-être que c'est Fabrice qui va se rebeller. Mon cher Fabrice. Oui. C'est à vous de lancer le jingle. Je suis prêt. Une constellation d'animateurs haut de gamme. 2 Philippe, mais un seul, c'était qui l'a dit? Les vraies voix Sud Radio. Bravo. Le quiz de l'actu. Bravo Fabrice. Qui c'est qui l'a dit, mon cher Fabrice? 3 points. Nous sommes pour la démondialisation. Fabrice. Jean-Philippe Tanguy. Bonne réponse. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Bravo. Qui c'est qui l'a dit, Fabrice? 3 points. Emmanuel Macron est trop discret sur la rupture que l'élection de Donald Trump a produit. La menace, c'est Vladimir Poutine, mais le partenaire défaillant, c'est Donald Trump. Aucune idée. C'est parti. Rien que la phrase est compliquée à comprendre. Oui, je l'ai pas saisi. Ah ben, moi je l'ai saisi. C'est un ancien très haut dans la hiérarchie française. Qui ne devrait pas dire ça d'ailleurs. Oui. Très bon. Ça y est. Hollande. Bonne réponse, François Hollande. 3 points pour Philippe Bilger. Je retrouve ma complicité. Non mais là, il y a eu un soufflage. Mais je l'ai dit dans le micro devant tout le monde. Il n'aurait pas dû dire ça. Il n'aurait pas dû dire ça. Mais Eric, on est rapide, tu Allez, vois. bam, c'est vrai, bam, c'est ça. Je suis un peu ramolli là. Voilà, appelez-moi Trailer-Veller. Qui c'est qui l'a dit? Aucun logement n'est interdit à la location, mais tous les logements sont contraints par la loi. Vous pouvez louer votre logement, même s'il est indécent. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ah, c'était à vous. Pardon. Vous ferez la suivante. Fabrice. Facile. Elle est ministre du logement. Runacher, du logement. Attends, vous avez dit qui, Fabrice? Oui, Pannier Runacher, non? Mais je la connais pas, la ministre du logement. La ministre du logement, mais personne ne sait qui c'est. Blanc Gauchat, c'est Valérie Létard. Ah oui, Létard, oui. Comme disait Françoise, mieux vaut Létard que jamais. Oui, elle a été ministre déjà. Sophie, mais Cécile, mais j'allais dire Valérie Létard, faut rentrer maintenant. Vous n'avez pas des trucs un peu plus... Attendez, ça vient. Qui c'est qui l'a dit? Vive le sport et à bas le voile. Fabrice. Bruno Retailleau. Bonne réponse de Fabrice. Alors là, on arrête, j'ai gagné, on arrête. C'est à vous, Cécile, parce que je vous ai... Non, allez-y. Non, c'est à vous, parce que là, c'est... Et qui c'est qui l'a dit? 3 points. Face au droit de douane américain, l'Europe ripostera de façon ferme et proportionnée. La seule façon de se faire entendre, c'est de répondre. Fabrice, c'est un ministre. Ah, zut, j'allais dire Macron, je sais pas. Non. Ça pourrait être Lombard ou non? Chargé de l'Europe. Chargé de l'Europe. Voilà. Bonne réponse, Benjamin Haddad, ministre délégué. Oui, mais ça, c'est pour faire diversion. Vous m'empêchez de savoir si vous avez donné le bon mot. C'est fait exprès. Et le général ne bouge pas. Non, mais général, il est d'un flegme. Qui c'est qui l'a dit, Fabrice? Le piège européen nous conduit à la guerre, s'attaque à la liberté d'expression et à la démocratie. Fabrice. Il a été plusieurs fois candidat à la présidentielle. Oui. Dupont-Aignan. Bonne réponse de Philippe Bilger. Pas Fabrice. Ah, là, c'est fini? Une dernière, très courte. Non. Qui c'est qui l'a dit? Elisabeth Borne, c'est l'idiote utile de l'islamisme radical. Ah, ça envoie. Marine Le Pen. Non. Zemmour. Non, c'est le même parti que Marine Le Pen. Son ex. Tanguy. Non. Son ex-mari. C'est indiscutable. Indiscutable. Vous l'avez dit avant. Merci, monsieur le procureur. Alors écoutez, c'est très simple. Il y en a 3 à 6 points. Fabrice, Philippe Bilger, Éric Revel. Donc 3 vainqueurs. Désolé, mon général, mais... Écoutez, j'étais arbitre aujourd'hui. Merci beaucoup, Fabrice. Merci Fabrice. Ce fut un vrai précis. La prochaine fois que vous êtes avec nous, arrêtez de nous raccrocher au nez parce que c'est. Oui, non, mais. On ne sait pas comment on doit le prendre.
Il faudra pas qu'on parle de choses sensibles. À chaque fois, il y a les grandes oreilles qui me coupent. Alors, on vous embrasse en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Allez, dans un instant, le journal. Et puis la météo avec Rémi André et la météo du coup de gueule. Alors, on en est au quel niveau? Ouh là là, on va partir à Copenhague. Et je peux vous dire que ce coup de gueule est énorme. Voilà. Ah oui, là je vous préviens, c'est du très lourd. Un café numéro 10. Là, non, c'est café numéro 25. D'accord. Avion furtif. Non. F-135. On verra. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et puisque vous les avez tellement désirés, on les a réunis autour de cette table. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe Bilger qui est avec nous, Éric Revel et Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Et vous, au 0826 300 300. Et puis, vous laissez des messages et nous, on les écoute. C'est Richard qui est avec nous. Oui, Richard Montauban. On a vu à la télé l'homme qui valait 2 milliards. En fait, chaque fois qu'il se déplace, c'est une vraie sangsue. En fait, je crois que aujourd'hui, on voudrait savoir surtout, outre ce côté amusant, qui valide ce budget. Aujourd'hui, où sont ces milliards dans notre budget et de quel droit un président finance-t-il unilatéralement une machine à perdre? Parce que ces milliards, on ne les reverra pas. Le suicide collectif de la France décrété par Van der Leyen et Macron, il y en a marre. Voilà, les 2 milliards qui ont été attribués à l'Ukraine, bien sûr. Le général va en parler bien mieux. On ne demande pas l'avis du Parlement. Non, mais c'est pas de l'argent, c'est pas de l'argent. C'est du matériel militaire. Mais est-ce que c'est un vieux matériel militaire? C'est au général de nous répondre. Alors, d'une part, j'approuve totalement cette aide à l'Ukraine. On en reparlera peut-être. Il faut évidemment aider l'Ukraine aujourd'hui et il faut accentuer cette aide. Il n'y a aucun sujet. Alors maintenant, est-ce que c'est du matériel moderne? C'est du bon matériel, mais c'est du matériel que nous n'utilisons plus. C'est-à-dire que par exemple, c'est des missiles Milan qui sont des excellents missiles anti-chars que et c'est pas l'année, Milan, c'est pas l'année. C'est pas la ville d'Italie non plus. D'accord. Et c'est des missiles qui sont très bons, qui rendent leur service, mais qui sont remplacés. Ce sont des AMX-10 RC qui sont de très bons véhicules également, qui ont servi dans l'armée française pendant longtemps, mais qui sont actuellement point à point remplacés par des véhicules neufs et plus modernes qui sortent de toute façon, ça veut dire qu'on ne s'en serait plus servi aujourd'hui? Non, on ne s'en savait plus. Et puis ce sont des VAB, ce sont donc de très bons véhicules aussi, mais des qui véhicules sont de l'avant blindé de transport de troupes. Voilà, qui ont 40 ans, qui sont également très bons, mais qui sont remplacés par des véhicules beaucoup plus modernes. Donc ça ne coûte pas grand-chose, voire rien à la France. Ça a une valeur néanmoins, et je crois que c'est bien de le faire. Et je crois qu'il faut accentuer cette aide. Ah oui, Philippe Bilger. Vous êtes d'accord avec le général? Je peux confirmer ce qu'a dit le général dans la mesure, dans ce domaine, j'ai le droit de n'y connaître rien. Oui, mais vous pourriez avoir un avis en disant est-ce que finalement le vieux matériel, c'est pour aider? Je ne suis pas comme certains journalistes. Quand il y a un spécialiste, j'ai tendance à l'approuver. Il parle pour moi, sauf que le général a confirmé modestement les propos que je tenais à l'instant. Oui. Parfaitement. Sans donner le détail. Pas de vous. Sans donner le détail. Je pensais à d'autres personnes. Et quand on donne des mirages, c'est aussi des mirages qui sont remplacés par des rafales. Et donc on ne prive pas l'armée française. Bien sûr, on donne du bon matériel, mais qui n'est plus en service chez nous. Ah, d'accord. Et on en connaît, nous, des mirages dans ce métier. Mais bon, peu importe. Ça, c'est une autre affaire. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. C'est pas un mirage, ce coup de gueule. Cap au nord, direction Copenhague. Et je vous préviens, ça décoiffe. Et sans escale. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix aujourd'hui, au garde à vous, mesdames et messieurs. Nous avons un général dans la place, Vincent Desportes qui est avec nous, ancien directeur de l'école de guerre. Repos, messieurs. Éric Revel autour de cette table, Philippe Bilger. Lieutenant Éric Revel. Ouais. Lieutenant de réserve. Du don. Bah oui, j'ai fait une PMS en général. On a besoin de réserve. À l'époque, j'étais une PMS, pas une PLS, ça n'a rien à voir. Une PM, ah oui, non. Et les officiers de réserve, EOR. Et faites-nous un garde à vous là, allez-y. Vous sauriez le faire encore ça? Bien sûr. Allez-y, garde à vous. Rompez les rangs. Repos.
Voilà. En tout cas, autour de cette table, bien entendu, on est ravis de les accueillir. Philippe Bigard me regarde en me disant, mais elle est complètement folle. Non, pas du tout. Je connais votre passion militaire. Il a peut-être été exempté, Philippe Bigard. Famille de réformé au bout d'un mois. Au bout d'un mois. Ah ben voilà, il y avait un truc comme ça. C'est ça. Mais tu comprends ce que j'ai expliqué au général tout à l'heure. Oui. Philippe, il aime l'excellence. Ou il devenait général ou rien du tout. Voilà, non. C'est ça. Mais 5 étoiles. Ça m'a manqué, probablement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, Si j'adore vous les avez militaires. moins de 72 ans, vous pouvez encore aller dans la réserve. Hein. Il a beaucoup moins. C'est de 17 à 72 ans. Il a beaucoup moins que 72 ans. Et pour les cartes d'état-major. Je les dépasse largement, malheureusement. Non, mais c'est en âge mental. Parce que c'est en âge mental, il est plus près de 17 que 72. Je vous le dis tout de suite. Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village, puisqu'il s'agit de Copenhague, capitale du Danemark. Pourquoi Copenhague? Parce que, alors que les USA n'ont pas fait mystère de leurs ambitions d'annexer le Groenland, territoire danois, les propos tenus par le ministre de la Défense du Danemark dans le journal Borsen m'ont au départ fait croire que Borsen était la traduction danoise de Gorafi, mais non, c'est un journal économique et financier, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Ainsi donc, le ministre de la Défense danois, Truls Lund Poulsen, a déclaré, je cite, « Nous devons renforcer notre flotte d'avions de combat et il est tout à fait logique d'acquérir des F-35 supplémentaires. C'est un dilemme de voir une nouvelle administration américaine dire des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais faire exploser une coopération qui dure depuis plus de 75 ans est, à mon avis, une erreur totale. » Ainsi donc, le Danemark voit menacer une partie de son territoire par un pays et ne trouve rien de mieux que d'acheter plus de matériel militaire à ce pays qui peut, comme il l'a rappelé, rendre ses avions inopérationnels au cas où son client ferait une opération militaire qui ne lui conviendrait pas. En clair, si les USA faisaient une opération militaire sur le Groenland, il faudrait demander aux pilotes français dans leur Rafale d'aller risquer leur peau là-bas puisque l'ensemble des pays européens ont acheté à l'unisson des F-35 qui ne pourraient pas intervenir. Et vous auriez envie d'envoyer nos soldats mourir pour eux et vous avez envie de les mettre sous notre parapluie nucléaire. Vous risqueriez Paris ou Toulouse pour Copenhague ou Berlin où on nous le prouve encore une fois sur les marchés d'armement, on nous crache à la figure. Trump a donc raison de menacer les Européens puisque ceux-là ont décidé de mettre 800 milliards d'euros dans la défense, 800 milliards d'euros qui vont remplir les carnets de commandes et faire tourner les usines de l'autre côté de l'Atlantique pour le plus grand bonheur des Américains. Pour ce qui est des menaces sur le Groenland, peu importe, la devise du gouvernement danois devant être inspirée par une chanson de Serge Lama, « Je suis cocu mais content ». En psychologie, on parle souvent du syndrome de Stockholm, dans lequel les otages prennent le parti de leur bourreau. Il y a juste une erreur de quelques dizaines de kilomètres, puisqu'il va falloir désormais parler du syndrome de Copenhague. Oui. Excellent. Si vous le dites. Sans vous, non? Ah oui, non, mais c'est clair, mais je laisserai le général à nouveau donner un point de vue éclairé. Non, mais vous avez raison, moi j'aurais dit ça beaucoup moins bien que vous, mais vous avez... Dit par un général directeur de l'école de guerre, ça me flatte. Non, mais vous avez parfaitement raison, moi je préfère 100 fois l'attitude du Portugal qui se demande si ils ne vont pas, ils sont sur le point d'arrêter leur commande de F-35. Et on se rappelle de madame la première ministre danoise aller pleurer dans le bureau de l'Élysée pour être soutenu par Macron. Et en même temps, on voit son ministre décider d'aller acheter des F-35. Je suis désolé, on marche sur la tête. Pourtant, j'aimais beaucoup les Danois et le gouvernement social-démocrate. Là, ils font une erreur, apparemment. Merci beaucoup, Philippe David. Allez tout de suite, l'info en plus, et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et avec le départ d'Alexis Kohler, Emmanuel Macron perd son plus proche collaborateur. Et oui, ce n'est plus lui qui annoncera les noms sur le perron de l'Élysée à chaque nouveau gouvernement, comme depuis 8 ans. Le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne, ministre d'État, etc. Alexis Kohler, secrétaire général de la présidence de la République depuis 2017, si indissociable d'Emmanuel Macron que certains l'appelaient le vice-président. L'un de ses prédécesseurs avait fait plus long que lui à l'Élysée, Jean-Louis Bianco, secrétaire général sous Mitterrand de 82 à 91. C'est le Figaro qui annonçait la nouvelle tout à l'heure. Alexis Kohler donc devrait partir pour travailler à la Société Générale. Il serait remplacé, toujours selon le Figaro, par Emmanuel Moulin, ancien directeur de cabinet de Gabriel Attal. Le passage à l'Élysée
d'Alexis Kohler, en tout cas, été marquée par un certain nombre de dossiers assez sensibles, dont par exemple cette mise en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire du croisiériste MSC avec lequel il a des liens. Alexis Kohler avait refusé aussi plus récemment les convocations de la commission des finances de l'Assemblée sur les dérapages budgétaires provoquant le courroux de son président LFI, Éric Coquerel, il y a quelques semaines. Un courrier dans lequel je lui demande de se rendre à la convocation de cette commission, et s'il ne me répond pas ou s'il me répond par la négative très rapidement, j'en appellerai au procureur pour avoir un recours pénal sur le fait qu'il ne vienne pas. Donc il me semble normal de traiter M. Kohler comme toute personne qui est convoquée, qui n'a pas à juger s'il a le droit de venir ou pas, ou si c'est constitutionnel ou pas. On lui demande de venir, il vient. Alexis Kohler avait justement refusé cette convocation au nom de la séparation des pouvoirs. En l'occurrence, aujourd'hui, donc, c'est une vraie séparation qui s'annonce, une vraie page qui se tourne à 2 ans de 2027, quand les indéboulonnables commencent à se recaser. Ça peut un peu sentir la fin de règne. C'est tout de même l'homme que Emmanuel Macron considérait comme plus intelligent que lui. Et de la part d'un homme qui n'est pas étranger à une certaine vanité, c'est assez symptomatique. A-t-il été assez intelligent pour lui conseiller la dissolution? Ça, on ne sait pas. Mais je crois qu'il n'était pas hostile à la dissolution. En tout cas, moi, je suis contente. Je pourrai parler à Alexis Kohler quand j'appellerai ma banque, bien entendu, Société Générale. Peut-être que ce sera mon conseiller. Je ne sais pas. On ne sait pas. En tout cas, vous restez avec nous. Allez, dans un instant, la suite. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, on parle de quoi? Parlez-vous le Trump? Parle-nous, je ne sais pas. Général. Alors moi, je voudrais parler de l'Europe qui se réveille parce que ça fait vraiment plaisir. Tant mieux. Avec vous, Éric Revel. Et moi, je voudrais parler du journal L'Équipe qui a fait une petite étude intéressante sur le salaire des joueurs. C'est passionnant, des joueurs de la Ligue 1. Tout ça, dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus qui est bien évidemment doublement de retour après la pause et après 3 jours où vraiment vous savez que vous irradiez quelque part ce studio. C'est gentil, ça me touche beaucoup. Mais c'est vrai en plus. Si vous pouviez tous les matins devant moi, quand je sors de mon lit, Cécile, vous irradiez cette pièce. Quand vous sortez de votre lit, on n'a pas ce degré de proximité quand même. Non mais vous pouvez attendre derrière la porte. Philippe Bilger qui irradie on fait un truc tous les deux et tout le monde s'en fout, ils sont tous sur leur portable. Téléphone portable. Non, pas du tout. C'est Philippe Bilger. Arrêtez de regarder votre portable. Vous êtes témoin, franchement. Vous étiez tous les trois, on a les images. Et Vincent Desportes. Allez, c'est l'heure du tour de table de l'actualité. Gaulé. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger, do you speak Trump? Yes, I try. Try. J'adore ces français, moi. I try very much. Yes. Une très bonne chanson de David Bowie, I try. Je voulais vous dire qu'il y a des expressions que Trump profère sans arrêt et d'autres qu'il a bannies. Alors, je n'ai pas l'intention de vous ennuyer avec ça, mais ou bien il est dans l'hyperbole, la grandeur, l'excès, l'outrance, ou bien il a éliminé de son vocabulaire tout ce qu'il a dénoncé et tout ce qu'il pourfend, le féminisme, la diversité, ça n'existe plus. Il y a d'autres on ne vous entend pas, Philippe, il n'y a pas de micro, là. Non-binaire, vous voyez, il y a activisme, féminisme, c'est supprimé, antiracisme. En revanche, expression préférée, great, best, worst, ever seen before. C'est du russe, non? Donc, un ensemble de great, best, worst, ever seen before. Vous voyez, ma chère Cécile, mon accent est parfait. J'adore. Beautiful, tremendous. Tremendous. Excellent. Excellent. C'est la dictée en anglais de Philippe Bilger. Et vraiment, encore, il y en a quelques-uns que je vais vous offrir radical. Bref, sérieusement, vous voyez, c'est très intéressant, ma chère Cécile.
Alors, les expressions préférées et celles qu'il a bannies. C'est un langage qui révèle bien le caractère de Donald Trump dans la mesure où il n'a jamais de juste milieu. Mon général, l'école des officiers américains se trouve à West Point. Diriez-vous que l'anglais de Philippe Bilger est à l'ouest tout court? Écoutez, non mais vous étiez au Canada parce que vous avez... dans les termes américains, il y en a un qui m'intéresse, c'est quand c'est Valls, non c'est le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense, dit des Européens dans ses mails, je les vomis. Je les vomis. Et ce terme-là, je crois qu'il ne faudra pas l'oublier quand il part de nous et qu'il croit qu'on ne les écoute pas. Les Américains disent, nous vous vomissons. Éric Revel. Ah ouais, là, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave. Mais c'est vrai que, alors, il a un accent canadien, canado-québécois, quand il parle anglais. Mais l'analyse est très bonne. Vous avez raison, il y a des mots qu'il a complètement évacués. Et parfois, il me fait plus peur quand il est dans l'euphémisme ou dans la litote que quand il frappe dur. Par exemple, sur le Groenland, vous avez vu qu'il a dit, même si je ne devrais pas dire les choses comme ça. Mais en fait, il dit, en gros, je vais mettre la main sur le Groenland. Et quand il dit ça, et qu'il essaie il est inquiétant. Il est encore plus inquiétant que quand il dit, j'ai décidé de rebaptiser le golfe du Mexique, le golfe d'Amérique. Vous voyez, il est dans une forme d'excès chez Trump m'inquiète plus que l'excès. Oui. C'est très fin, ça, Eric. C'est assez fin, oui. I'm very fine. Non, en fait, ça, c'est un faux ami. C'est un faux ami, là. I'm fine, ça veut pas dire que je suis fin. Non, ça veut dire que vous allez bien. I'm fine. Éric Revel, un sujet très intéressant aussi, les 25% de droits de douane. Non, c'est sur les salaires du foot. Oui, parce que, il y a ce qu'a annoncé Trump. Mais alors, j'étais, sidéré très intéressé par l'enquête de l'équipe qui a classé les 30 plus gros salaires de la Ligue 1. Alors, ça vous étonnera pas, Philippe et ceux qui suivent le foot. Il y a 12 Parisiens dans ce classement, il y a 7 Marseillais, il y a 4 Lyonnais, il y a 2 Monégasques, il y a 2 Rennais et un Niçois. Alors le plus gros salaire aujourd'hui, parce que Mbappé est parti avec ses 6 millions bruts par mois quand même, il avait 6 millions bruts par mois au PSG. Le joueur le plus payé aujourd'hui, c'est monsieur Dembélé, Ousmane Dembélé, qui empoche 1,5 million d'euros mensuels bruts. Ensuite vous avez Lucas Hernandez, vous avez, lui c'est 1,1 million. Vous avez Warren Zaïre-Emery, qui lui prend 950 000 euros bruts par mois. Et alors il y a des curiosités dans ce classement, parce qu'on peut faire évidemment la critique justifiée. On s'intéresse plus au salaire des grands patrons du CAC 40 qui créent un peu d'emplois, plutôt qu'à celui des joueurs de foot qui est quand même supérieur. C'est rare qu'un patron du CAC 40, vous voyez, 6 x 12 pour Mbappé, gagne 72 millions d'euros par an, même brut. Bon. Mais alors il y a des trucs absolument incroyables dans ce classement, et je vais terminer par là. Il y a à Angers, qui est pas un club malheureusement qui brille et qui est très riche. Il y a un joueur qui s'appelle Adrien Hunou, qui a un énorme salaire pour Angers de 110 000 euros par mois. Et alors l'équipe dit c'est un peu embêtant parce qu'il a joué qu'une seule minute en championnat cette saison, il doit être blessé. C'est bien payé la minute. Donc 110 000 euros la minute. C'est pas mal. Voilà. Et puis après ça pose aussi des questions sur la paupérisation de la Ligue 1, sur la difficulté à obtenir du distributeur DAZN des droits télé, etc. Avec des stars qui s'en vont ailleurs pour être encore mieux payés. Donc ça entraîne moins d'intérêt encore pour le championnat de Ligue 1. Bon voilà, on est dans une sorte de spirale un peu vicieuse autour du football français qui inquiète beaucoup de spécialistes. Vous avez des clubs de Ligue 1 qui sont au bord du dépôt de bilan quand même. Il a dû mal à l'Unou, le gars, et peut-être qu'il a joué qu'une minute. Oui. C'est vrai que les salaires du foot, quand on voit le départ de Mbappé, de Messi, de Neymar, a fait chuter le salaire moyen en Ligue 1. C'est quand même encore très élevé, même si c'est pas grand-chose par rapport à l'Angleterre, par exemple. Et cet argent, ils le volent pas. Cet argent, ils le volent pas. Et s'ils gagnent cet argent-là, c'est qu'ils en font gagner beaucoup plus. Donc, c'est pas du vol. C'est aussi des gens, parfois, qui nous donnent beaucoup de plaisir, comme le match retour France-Croatie. C'était un grand match, et c'est des gens qui jouent bien. On peut pas le reprocher. Alors quand c'est 1 minute par an, c'est pas beaucoup. Vous n'êtes pas scandalisé, mon général. Non, moi, ça ne scandalise pas non plus. Moi, je ne suis pas scandalisé. Quand je vois Luis Enrique, c'est de la folie pure, quoi. C'est à peine un travail, ça, franchement. Mais vous rigolez, mais un entraîneur, c'est 7 jours sur 7. On me dirait de venir tous les jours aux vraies voix. On me paierait des sommes folles. Je dirais, mais c'est scandaleux, puisque c'est un plaisir.
Mais entraîneur, c'est pas qu'un plaisir. Ouais. Alors, vous auriez dû être soldat. Parce que moi, j'ai fait ce métier pendant presque 40 ans, j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai quasiment pas été rémunéré. Donc, excellent. Chacun sa façon de voir les choses. Justement, Général, le réveil de l'Europe face à la crise ukrainienne. Oui, alors moi, ma remarque aujourd'hui, en voyant cette réunion avec une trentaine de participants, en général européens, c'était de me réjouir, non seulement du résultat, qui a une aide accrue à l'Ukraine, mais de se dire, l'Europe se réveille. Et je pense que si le grand méchant loup ne nous mange pas, ce qui est encore possible, eh bien, Trump, qui n'est pas le grand méchant loup, mais presque, nous aura donné quand même cette obligation de nous réveiller, et on voit qu'une Europe nouvelle est en train de se créer. Moi, j'ai toujours pensé que l'Union européenne à 27 ne marche pas, ne pouvait pas marcher, ne marchera pas, et surtout pas quand elle sera à 35, comme l'avait voulu Madame von der Leyen et le Scholz. Mais donc, il faut recréer une Europe capable de marcher. Là, on est en train de recréer ce que je pourrais appeler des Eurogroupes qui fonctionnent, des groupes de volontaires qui avancent. Et je crois que l'Europe de demain, elle sera ça. De groupes de nations qui accepteront de perdre un peu d'autorité nationale, ce qui n'est pas le bon terme d'ailleurs, pour en retrouver ensemble. Je crois qu'on est en train de dépasser, et c'est bien l'Europe par le haut, c'est la communauté des pays européens. On peut être européen sans appartenir à l'Union européenne, et par le bas, on recrée des groupes de pays qui veulent avancer parce qu'ils savent que leur propre liberté, leur propre défense passe par ces regroupements de volontaires. C'est dommage d'avoir attendu tout Trump pour le faire. Alors, surtout. mon général, avec humilité, je vais vous proposer une remarque. C'est vrai que finalement, Donald Trump aura mis un grand coup de pied dans la fourmilière européenne et permettra, peut-être, on verra, d'avoir une Europe plus soudée qui avance. D'ailleurs, on dit souvent que l'Europe avance avec des crises. Alors celle-là, elle est tellement majeure qu'elle devrait avancer très loin et très vite, cette Europe. Sauf que, pour reboucler avec ce que le coup de gueule de Philippe David tout à l'heure, c'est que malheureusement, pardonnez-moi, mais ce qui serait le plus fort, le plus symbolique, si Trump abandonne l'OTAN et donc la protection de l'Europe, c'est qu'on est sous les yeux, là, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, la construction concrète d'une Europe de la défense. Or, on l'a dit tout à l'heure, la plupart des pays européens, ils continuent à acheter du matériel américain. Donc, moi, la question que je me pose, c'est coup de pied dans la fourmilière pour pousser l'Europe à prendre son destin en main. Sauf que concrètement, quand il s'agit d'acheter du matériel militaire, la plupart de nos partenaires européens préfèrent du matériel américain. Oui, alors oui, vous avez raison, mais attendons, on sort de 70 ans ou de 80 ans d'assoupissement, de croyance dans la bienveillance éternelle de l'oncle Sam. Eh bien, il y a des pays comme la France qui s'était réveillée depuis longtemps, merci Général de Gaulle, et puis d'autres qui vont mettre du temps à se réveiller. Et on n'est pas encore arrivé là où on doit arriver, mais je crois qu'on avance vite. Cette crise, la guerre d'Ukraine va tuer l'OTAN, elle va tuer l'ONU, et elle va permettre de reconstruire une Union européenne qui avance pas encore assez vite, mais qui est en train de se reconstruire. Et oui, ce qu'a fait le Danemark est tout à fait regrettable, mais je crois qu'on avance et que petit à petit tout ça va se cristalliser. Merci beaucoup. Allez messieurs, vous restez avec nous. On va revenir dans un instant sur le coup de projecteur des vraies voix, puisque des fouilles aléatoires devant les collèges et les lycées commencent aujourd'hui pour lutter contre les armes blanches. C'est ce qu'ont annoncé les ministres Bruno Retailleau et Elisabeth Borne. Alors parlons vrai, est-ce que cette mesure peut faire baisser le nombre d'armes blanches dans les établissements scolaires? Et à cette question, fouille des sacs aux abords des collèges et lycées, c'est une mesure. Vous dites à 69% un aveu d'échec, à 22% que c'est une mesure pragmatique et à 9% que c'est une mesure inquiétante. Et notre invité Laurent Zamekowski est avec nous, porte-parole de la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de partir en pub, est-ce que la dissuasion, la sanction ont échoué jusqu'ici? En tout cas, pour l'instant, effectivement, ça force à constater que ça ne fonctionne pas. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. À tout de suite, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et aujourd'hui, dans Les vraies voix, il ne peut rien nous arriver avec Philippe David parce que nous avons un anglophone qui est capable de parler avec les Américains. C'est le don des langues, il ne faut pas m'en vouloir. C'est tout. Il a vraiment l'accent du Bronx, ça fait un peu dur, c'est White Side Story. Franchement, par rapport à Emmanuel Macron, il ne fait pas le poids. Non, bien sûr, avec son accent français, I am French, alors que Philippe Bilger, c'est quand même bien au-dessus. Voilà. Éric Revel est avec nous et Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Et vous, au 0826 300 300, vous souhaitez la bienvenue. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Face à une situation qui semble par endroits incontrôlable et à la présence de couteaux à l'intérieur même des établissements scolaires, la ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Intérieur ont donc réagi. Ils ont signé ce soir une circulaire. Moi, je souhaite pouvoir organiser régulièrement des fouilles de sacs à l'entrée des établissements. Oui, avec les forces de l'ordre, puisque ça ne rentre pas dans les prérogatives des personnels de l'éducation. On est sur de la fouille aléatoire de quelques élèves sur un lycée tiré au sort, ou alors s'il n'est pas tiré au sort, il va falloir nous expliquer pourquoi on fouille dans le lycée machin plutôt que dans le lycée bidule. Nous, on ne voit pas la plus-value de cette mesure. Et l'annonce a été faite déjà le 21 février dernier par Elisabeth Borne, et depuis ce matin, des fouilles aléatoires sont organisées donc dans les collèges et les lycées pour combattre le fléau des armes blanches. Alors parlons vrai, est-ce que le contenu des cartables ne fait pas partie des responsabilités des parents? Et à cette question, fouille des sacs aux abords des collèges et lycées, c'est une mesure. Vous dites à 69% un aveu d'échec, à 22% que c'est une mesure pragmatique et à 9% que c'est une mesure inquiétante. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité, Laurent Zamekowski, est avec nous, un porte-parole de la PEP, qui est la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public. Bonsoir, merci d'avoir accepté. Bonsoir. Notre invitation, Philippe Bilger, des fouilles à l'école. Déjà, il y a un miracle, c'est que Elisabeth Borne ne sabote pas ce qu'avait prévu Bruno Retailleau. Premier point. Deuxième point, ça n'est pas une mesure inquiétante dans la mesure où on sait depuis des années que l'école n'est plus un sanctuaire, n'est plus un univers autarcique, mais que la société, dans ce qu'elle a de pire, de mon point de vue, souvent y rentre. Troisième élément, certes, vous avez raison, les parents devraient contrôler le contenu des sacs et savoir si leurs enfants ne partent pas à l'école avec toutes sortes d'armes ou d'objets dangereux, mais comme ils ne le font pas ou trop peu, je considère que la mesure de contrôle aléatoire est mieux que rien. Et j'en ai un peu assez dit de manière très polie que à chaque fois qu'on propose quelque chose qui n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'il faudrait faire, mais qui représente une petite avancée, immédiatement on voit plutôt les inconvénients de ce qu'on projette plutôt que la réussite même partielle que ça va apporter. Éric Revel. Il faut d'abord poser, je pense, comme... il faut protéger nos enfants. Là, ça devient une nécessité absolue. Le nombre de faits graves, avant on donnait une gifle, on donnait un coup de poing, maintenant ça se règle à coup de couteau. Donc la société a évolué, elle est de plus en plus violente, donc évidemment il faut réagir. Après, on brûle vif comme à Vernon, à côté de Vernon le week-end dernier. Mais moi je me méfie un peu des annonces aussi, je vous le dis franchement, même s'il vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire. Parce que j'ai en mémoire, il n'y a pas si longtemps, Ségolène Royal, elle devait être aussi ministre de l'Éducation nationale, ou je sais plus trop. Elle avait proposé de mettre des portiques, vous vous en souvenez, devant les lycées, devant les collèges. Bon, les portiques, elle est habituée. Hein, elle voulait en mettre aussi pour contrôler les camions sur l'autoroute. Ça a coûté beaucoup d'argent et ça s'est jamais fait. Mais voilà. Qu'est-ce que les politiques peuvent proposer face à cet ensauvagement total de la société? C'est ça qui m'inquiète le plus. Estrosi voulait le faire aussi. Estrosi voulait le faire aussi. Voilà, c'est la question que je me pose. Maintenant, on ne peut plus tolérer, à mon sens, quand on a des enfants ou même quand on n'en a pas, de voir des gamins qui meurent sous les coups de couteau d'une violence extrême. Vincent Desportes. Moi, je crois que c'est une bonne mesure qui est parfaitement imparfaite, mais qu'il faut prendre. Il faut avancer petit à petit. On ne trouvera jamais la solution idoine qui réglera tous les problèmes. Donc, allons-y peut-être par tâtonnement, mesure après mesure. En tout cas, la situation actuelle est totalement intolérable. On ne peut pas ne rien faire. Et ceci n'est pas parfait, mais c'est infiniment mieux que rien. Laurent Zamekowski, vous êtes porte-parole de la PEP, la Fédération de parents d'élèves de l'enseignement public. Est-ce que quelque part, je l'ai posé en question de lancement, c'est pas le rôle des parents avant tout ?
Ça fait partie du rôle des parents, bien évidemment, mais vous vous doutez bien qu'un enfant peut facilement utiliser un tournevis, un couteau, ne serait-ce que d'avoir le couteau pour sa lunchbox, ou tout simplement, vous connaissez les compas ou les ciseaux qui sont Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Donc on fait partie de notre rôle, on fait attention bien évidemment, mais on peut pas toujours tout contrôler à tous les âges. Vous doutez bien aussi que les parents travaillent, que les collégiens et les lycéens vont tout seuls à l'école, qu'effectivement on pourrait ici imaginer que comme dans les avions, il n'y ait plus de couteaux dans les maisons, par exemple, mais pas non plus de boîte à outils, pas de marteau, on pourrait... Non mais, je veux dire, il y a un moment, bien évidemment, on fait ce qu'on peut. Si c'est pas ça, ce sera autre chose de tout ça. Je veux dire, après, il y a aussi ce que les enfants peuvent récupérer aussi de par leurs amis, autour d'eux, et ainsi de suite. Donc il y a effectivement une part de responsabilité, mais c'est collégial. Après, aujourd'hui, là, on se retrouve avec des effets d'annonce. Vous vous rendez bien compte que nous, ça fait des années, mais de très longues années, qu'on demande qu'on sécurise les abords des établissements en ayant justement des patrouilles de la police municipale ou nationale aux entrées et aux sorties. On le demande et malheureusement, c'est pas possible, ils n'ont pas l'effectif. Alors tout d'un coup, on nous dit qu'ils ont les effectifs pour faire la fouille des sacs. À mon avis, si on arrive à faire une fouille par an, par établissement en France, ça sera le bout du monde. Ça sera hyper dissuasif, là. Ouh là là. Donc il y a un moment, ici, la réalité, c'est ça cache quelque part l'arbre qui cache la forêt. On a besoin de moyens. On a besoin de moyens en termes de police municipale, de police nationale. On a besoin aussi de médiateurs qui soient autour des établissements, notamment c'est ce qui se fait dans certaines villes. Et on a besoin aussi, au sein de l'école, d'avoir plus de personnel. Vous vous rendez bien compte qu'on a un assistant d'éducation pour 120 élèves au collège et un pour 250 au lycée. Comment voulez-vous qu'on puisse, avec le meilleur effort du monde, pouvoir gérer tout ça ? Ce n'est matériellement pas possible. On peut faire des annonces, ça coûte pas grand-chose, mais lorsqu'il faut engager du monde, ça coûte beaucoup plus cher. Alors, est-ce qu'il faudrait pas plutôt des vigiles, entre guillemets, organisés par les lycées ou les écoles, ou qu'ils soient à disposition et que ce soit... Alors oui, je sais que ça va, vous allez me dire, c'est des frais supplémentaires, mais est-ce que ce serait pas plutôt ça, comme font les magasins, comme font plein de gens ? Alors déjà, on n'arrive pas à payer les assistants d'éducation qui sont moins chers qu'un vigile. Je pense qu'il n'est pas non plus nécessaire de transformer l'école en prison, avec des portiques, avec des détecteurs de métaux. Et malheureusement, il y a certains établissements, c'est déjà le cas, parce que ça existe. Je veux dire, donc aujourd'hui, la question... mais il y a un truc tout bête, sans parler même d'un vigile. Vous connaissez les CCIAP, quand vous faites un gros événement, plus d'une centaine de personnes. Là, on a des établissements avec 2500 élèves, il n'y en a pas. Il n'y a même pas d'infirmière. Je veux dire qu'il y a un moment, il faut revenir à la réalité. Je veux dire, on n'a pas justement de psychologues. Il y a des obligations pour des événements, pas pour l'école. C'est ça. Ouais, aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas la répression, c'est la prévention. Je veux dire, s'il y a suffisamment d'adultes pour repérer les situations en amont, aussi bien dans l'établissement qu'aux abords de l'établissement, déjà on fera un grand progrès et on se retrouvera pas là à parler de choses terribles. Il y a comme... Allez-y, Philippe. Pardon. Allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous n'êtes pas... pardon de le dire, j'espère, avec politesse, très révélateur de l'attitude de l'enseignement, de l'enseignant, et alors que la situation de l'école pose de graves problèmes sur le plan de la sécurité, à l'extérieur comme à l'intérieur, avec beaucoup de talent, vous faites preuve d'un peu dérision tout de même à l'égard de ce qui est prévu et qui n'est pas médiocre. Ça représente un petit progrès par rapport à une impuissance générale. Alors à chaque fois, vous nous dites qu'il faudrait faire autre chose. Est-ce que ça veut dire que ce qui est proposé n'est pas salutaire ? Je peux vous offrir $1 milliard, mais je ne les sais pas. Je peux vous le dire par contre. Je peux faire, et puis même, mais alors c'est fort. Et si un jour j'ai même ces milliards, je vous les offrirai. En attendant, je les ai pas. Donc effectivement, on peut essayer de promettre des choses. Ce qui est aujourd'hui important, c'est d'avoir des moyens en face, réellement, des choses quantifiables. Mais si ça fait ces contrôles aléatoires, c'est un progrès. Annonçons les moyens. Au lieu de parler des contrôles, qu'est-ce que c'est réellement ? Quelle sera la fréquence ? Quels sont les moyens qui sont mis à disposition ? On veut du concret. Juste un dernier petit mot, Laurent Zamekowski. Vous dites que, il y a pas mal de choses à faire. Depuis combien de temps des mères de famille vont voir la direction de leur lycée, de leur école, en disant mon fils ou ma fille est harcelé, sans qu'il ne se passe rien. Donc les parents ne sont pas entendus. Donc ça fait des années et des années et des années de ça dure. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc vous imaginez bien qu'ils s'ils disent le petit machin
machin, où le petit monsieur ou la petite fille a un couteau, on aura les mêmes résultats. C'est ça le souci. C'est qu'il faut que la direction des lycées et des écoles entende les parents. C'est ça le problème. Il y a une nécessité de faire évoluer les mentalités, mais aussi d'arriver à travailler ensemble. On est dans le même bateau. Je veux dire, on voit dans les établissements où les associations de parents d'élèves et les équipes pédagogiques et la direction fonctionnent bien, ça marche très bien. Je veux dire, les parents ont envie de mettre leurs enfants et même les enseignants ont envie d'aller bosser là. Donc c'est vraiment le secret, le climat scolaire. Il faut absolument qu'on travaille dans le respect mutuel, ensemble, dans le même intérêt. Il faut qu'on s'écoute mutuellement. Merci beaucoup Laurent Zamekowski d'avoir été avec nous, porte-parole de la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public. Merci. Thank you very much, Mr. Philippe Bilger. My dear Cécile. Welcome on board. Vincent Desportes, merci beaucoup. I will come back tomorrow. Yes, I will be there, promise. Vincent Desportes, merci beaucoup, ancien directeur de l'école de guerre. Merci beaucoup, Eric. You have to practice every day your English. That's the only way for improve it. Yes. Oh, I don't understand what your English is not good. You have not a good accent. I have a very good accent. You are not Take care of yourself. See you later. Allez, à demain. Merci beaucoup. Dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. Pas mal de sujets, bien entendu, avec un petit nouveau qui va nous faire une petite rubrique très sympa. Absolument. C'est François-Louis Bourneau sur les infos de tout ce qui roule depuis la semaine dernière. Voilà. Et on sera ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.